Il y a plusieurs types de douleurs causées par l'endométriose pendant les rapports. À chaque fois, il va falloir identifier quelle est la cause de ces douleurs, parce qu'en fonction de la cause, les solutions ne sont pas pareilles. Donc, par exemple, AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour, bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Beurre FM. On parle de votre santé tous les matins entre 9h et 10h. Le mardi, vous le savez, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Qu'est-ce qu'il a à votre micro? Expliquez-moi. C'est bon, je le mets à la bonne hauteur. Très bien, c'est parfait. Vous êtes venue avec beaucoup de livres, Nadia, ce matin. Notre invitée s'appelle Marie-Rose Gallès. Bonjour Marie-Rose. bonjour. Et bienvenue. Vous êtes une endo-warrior. C'est ça. C'est quoi une endo-warrior? C'est déjà combattre la maladie au quotidien, mais c'est aussi faire en sorte qu'on ait une meilleure prise en charge. Donc la maladie, l'endométriose. Voilà, d'où l'endo. C'est pour ça que vous baptisez comme ça, les endo-warriors. Vous êtes une patiente experte en endométriose, vous venez de le dire. Vous militez pour que les mythes autour de l'endométriose soient remplacés par des données scientifiques et vous avez lancé il y a quelques mois un hashtag qui s'appelle endométriose, pas endomètre, et on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et vous publiez plusieurs livres qui font référence sur le sujet. Le dernier, donc, c'est Endo et Sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose aux éditions Josette Lyon que Nadia présente. Et puis endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, parce que vous avez vraiment regardé toute la doc dans le monde entier qui existe autour du sujet. Et puis enfin un livre pratique avec toutes les questions que vous vous posez sur l'endométriose. Ça s'appelle Poser tes questions, justement, tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose. Alors on va essayer déjà de définir ce que c'est que l'endométriose, parce que même si depuis que Nadia nous traitons le sujet, on va dire que l'endométriose est sortie du bois, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet. Si vous demandez aux gens ce que c'est que l'endométriose, ils sont incapables de vous répondre précisément. Non, généralement ils disent c'est le truc qui fait mal au ventre, c'est ça. Mais du coup c'est pas forcément une vraie définition. Et si on veut une définition un peu plus sérieuse, l'endométriose, alors on retrouve le terme endomètre dans la maladie. Pourquoi? Parce que l'endomètre c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, et on va retrouver une version un peu mutante de cet endomètre qui est en dehors du corps, et forcément ce petit mutant, déjà, il a des capacités qui font des dégâts, et il va faire des dégâts là où il se trouve dans le corps. Et alors pourquoi avoir lancé ce hashtag? Parce que très souvent l'endométriose n'est pas l'endomètre. C'est ça, parce que très souvent on va dire l'endométriose c'est de l'endomètre en dehors de l'utérus, sauf que les scientifiques ont étudié la petite bébête là sous le microscope et on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Ça a des capacités notamment par exemple de s'innerver. Or, les nerfs, c'est ce qui envoie le message de la douleur, donc ça commence à partir en sucette. Ça a d'autres capacités comme produire ses propres oestrogènes pour s'auto-alimenter, puisque c'est une maladie oestrogénodépendante. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui font que non, c'est pas exactement de l'endomètre. C'est pas totalement vrai. C'est ça, ça y ressemble. C'est vrai que comme ça, si on voit les deux à l'œil nu, ça y ressemble. Maintenant, si on étudie, non. Et c'est ces différences qui font aussi que c'est aussi compliqué et que ça induit aussi des erreurs de compréhension. Pendant très longtemps, on s'est dit, du coup, puisque c'est de l'endomètre, si on fait cesser la fabrique à endomètre, donc l'utérus, on n'aura plus de soucis. Donc pendant une période, on enlevait des utérus à tour de bras. On faisait des hystérectomies comme ça, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Donc, mais voilà, il y a encore un peu cette idée dans les mentalités. Donc, revenir à une définition scientifique précise, c'est aussi lutter contre ces idées reçues sur l'approche qu'on peut avoir de la maladie. Alors, quelque chose par lequel on commence, on dit que c'est une maladie inflammatoire. Bon, mais ça veut dire quoi que c'est une maladie inflammatoire? L'inflammation, ça va être effectivement donc cette réaction du corps face à une attaque. Le problème, c'est que le corps n'est pas fait pour être en inflammation tout le temps. L'inflammation, ça va être par exemple votre cheville qui gonfle quand vous êtes tordu, des choses comme ça. C'est fait pour gérer au moment, à l'instant T, un problème dans le corps, mais c'est pas censé être constant. Et du coup, cette inflammation chronique, elle va entraîner des dégâts, ça va être des douleurs, ça va être aussi tout simplement la chose la plus courante dont on ne parle pas, mais qui est quand même une réalité, c'est que cette inflammation, elle se fait dans le ventre. Or, dans le ventre, qu'est-ce qu'on a essentiellement? Les intestins. Donc, ça perturbe tout le microbiote intestinal, et c'est comme ça que les endométriosiques ont de graves soucis digestifs, dont personne ne parle. Mais voilà, ça vient de cette inflammation chronique qui va perturber tout le microbiote intestinal. Les endos... Oui.
Endométriosique. Ouais, c'est Endo Warrior, mais ça fait un peu plus chic. Alors, moi, je vous avoue que j'ai tiqué sur cette étiquette, en fait. Alors, je pense que vous allez me rejoindre. C'est un peu comme les vaginiques, les dysparoniques, voilà, tous les niques qu'on connaît. Tous les néologismes. Ouais. En fait, non, c'est surtout l'étiquetage, c'est-à-dire que finalement, quand, me semble-t-il, et là, du coup, c'est la sage-femme qui parle, quand on parle d'endométriosique, on s'identifie, en fait, à la maladie et on devient la maladie. Or, alors, c'est peut-être pas votre cas, mais pour certaines femmes, en fait, elles deviennent finalement la maladie qu'elles ont ou qu'elles portent, qui est présente. Et du coup, en tant que professionnelle de santé, moi, ça me questionne, en fait, lorsqu'on s'étiquette par le nom de la maladie qui est présente. Oui, honnêtement, c'est surtout pour éviter la périphrase tout le long du livre, les femmes atteintes d'endométriose. Voilà, c'est surtout pour varier, comme ça permet de varier un coup malade, un coup endométriose. Alors, je vous taquine parce qu'effectivement, tout votre discours va à l'encontre de l'étiquetage, évidemment. On est d'accord que c'est un réel problème. Certaines personnes qui vont s'enfermer finalement dans cette vision de... la maladie, c'est toute ma vie, alors que bien sûr, la maladie va vous enquiquiner au fil de la journée, on ne peut pas le nier non plus. Faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse de c'est moi qui commande et si je pense très fort, la maladie va disparaître. On est dans l'extrême inverse. Ou qu'on enferme. En fait, si vous voulez, moi, c'est le warning là, je le mets vis-à-vis, je prends le bâton pour me faire battre moi-même et ma corporation. Hein. C'est-à-dire que nous, professionnels de santé, on a justement ce glissement facile de prendre, d'étiqueter. On parle des cancéreux, des cancéreuses, des vaginiques, des dysparoniques. Alors après, c'est vrai que quand on est dans le cadre médical, on vient vous voir pour la maladie, donc il y a peu de chances qu'on vous raconte ce qu'on a pris au petit déjeuner. Mais c'est vrai que non, bien sûr qu'on est. C'est une partie de notre vie. Alors c'est un caillou dans la chaussure qui va nous enquiquiner au fil de la journée. Mais au fil de la journée, fort heureusement pour nous, on va faire aussi beaucoup d'autres choses et démontrer que on est aussi. Alors pas toujours malheureusement, mais on peut aussi être plus forte que la maladie. Alors, on a pris l'habitude de classer les endométrioses en 4 stades. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Marie-Rose ? Alors, c'est vrai que c'est un classement, mais alors c'est un vieux serpent de mer, cette histoire de classement, parce que déjà, en fait, il ne va prendre en compte que les endométrioses qui sont situées au niveau du pelvis. Donc, par exemple, alors l'endométriose, dans l'absolu, on en a retrouvé partout. Vous pouvez même en avoir au niveau des sinus. J'ai une amie qui a une lésion sur la cheville, donc tout est possible. C'est vrai que donc, on reproche à ce type de classement de se limiter au pelvis, et c'est vrai que finalement ce classement il va surtout servir pour petit peu évaluer l'infertilité, même si encore une fois il ne faut pas s'enfermer dedans, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les stades 3 et 4 ont plus de risques d'être touchés par l'infertilité, donc on va être un petit peu plus vigilant, mais c'est pas une science exacte, donc c'est un vieux serpent de mer cette histoire de stade, et tous les 4 matins il y a une nouvelle équipe scientifique qui nous dit oh là là, l'ancien classement il est pas fiable, alors nous on en a trouvé un autre, mais voilà, c'est un vieux serpent de mer. Bon, après c'est intéressant tout de même parce qu'effectivement, c'est une maladie dont on ne parlait pas du tout. Et le fait qu'il y ait eu cet effort scientifique de classer, ça lui donne une existence et pour le coup, aussi une volonté scientifique d'aller rechercher et creuser, comme vous dites, et de se rendre compte, de se rendre compte que finalement, elle n'est pas localisée qu'au niveau du bassin. Bien sûr. Oui, mais enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent que finalement, on peut avoir des lésions au niveau de la cheville, expliquez aux gens pourquoi, parce que c'est... Oui, c'est quand... Alors, actuellement, en fait, c'est très bête, mais à partir du moment où cette maladie est entourée d'un immense tabou, parce que ça touche les femmes, parce que ça touche les règles, la sexualité, la fertilité, bref, tout ce qui est ultra tabou, on a fait peu de recherches. Donc du coup, là honnêtement, ces 10 dernières années, on s'est enfin mis à s'intéresser à la question, mais il reste encore beaucoup de questions en suspension. Pourquoi on en retrouve partout ? C'est quand même l'une des grandes questions. Les chercheurs scientifiques essayent d'établir... de répondre du moins à ces questions. Mais c'est vrai que oui, on peut en retrouver partout. Ça peut être déstabilisant parce que on raccroche encore cette maladie, ce qui n'est pas faux, mais aux règles douloureuses. C'est vrai que ça touche 80% des malades. Et du coup... Ce n'est pas que ça. Voilà, on a du mal à se dire que ça peut être aussi autre chose. Et en même temps, c'est une maladie qui est complexe et protéiforme, donc je veux bien comprendre que pour le commun des mortels, ce soit difficile à cerner. Alors après, on parle quand même de cancer qui ne tue pas concernant l'endométriose. Et le principe
principe justement d'un cancer, c'est la migration des cellules. Donc en fait, il y a aussi ce mécanisme-là dans l'endométriose. Alors c'est très intéressant parce que je travaille avec des scientifiques actuellement sur ces questions. Et effectivement, alors il n'y a pas que les scientifiques avec qui je travaille qui ont noté ça, mais beaucoup l'ont noté. Il y a quand même beaucoup de similitudes avec le cancer. Et c'est vrai que ça pose des questions. L'endométriose ne vous tuera pas directement, donc en soi, ce n'est pas un cancer. Mais on note beaucoup de similitudes et c'est vrai que beaucoup de recherches actuellement à travers le monde visent à s'interroger sur dans quelle mesure on peut transposer finalement les traitements du cancer à l'endométriose. Alors parmi les choses qu'on apprend dans votre livre, c'est que en cas d'endométriose, il peut y avoir ce qu'on appelle des douleurs projetées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de douleurs projetées? Alors là, c'est la neurologie. Je me suis plongée là-dedans dans mon deuxième livre. C'est passionnant. C'est fascinant. Oui. C'est fascinant, le corps humain. Alors en fait, je vais faire revivre votre traumatisme des cours d'SVT. Mais voilà, donc quand on a un stimuli douloureux, quelque part dans le corps, l'information va remonter par un petit pulsion électrique le long du nerf. Et tous ces nerfs vont se rejoindre dans la colonne vertébrale. Sauf que du coup, les nerfs, ils sont tous les uns contre les autres. Et des fois, on va avoir des impulsions électriques qui vont passer d'un nerf à l'autre. Donc le temps que ça remonte au cerveau, le cerveau, il ne sait plus dans quelle zone du corps c'est. Et c'est très perturbant. Moi, j'en ai fait une période. Donc c'était vraiment tout mon pelvis qui était inflammé. Je recevais tellement de messages de douleur que mon système nerveux ne savait plus où il habitait. Et j'avais des décharges électriques. Alors c'était au niveau des bras, des jambes, alors que je n'ai absolument rien à ce niveau-là. Et ça me faisait des violentes décharges électriques, mais je bondissais. Et c'était ces douleurs projetées, en fait. C'est très, très intéressant et en même temps très perturbant quand on le vit. Alors vous expliquez qu'un des exercices qu'on peut proposer, c'est effectivement de se concentrer pour savoir où est localisée la douleur réellement. Oui, c'est ça, même si voilà, après, à partir du moment, on peut pas faire grand-chose contre la neurologie, mais il y a des choses qu'on peut faire, essayer de se concentrer, essayer aussi de restimuler son cerveau en faisant des choses qu'on apprécie. Mais c'est vrai que souvent, quand on en a à ce stade-là de saturation, finalement, du système neurologique, du système nerveux, clairement, le conseil le plus sage que je peux vous donner, c'est d'aller voir un algologue, qui est un médecin spécialiste de la douleur et qui saura apporter des réponses appropriées. D'ailleurs, nous avions reçu à l'époque Dr Terry. Oui, qui était algologue. Tout à fait. Voilà, et qui, effectivement, prenait en charge cette douleur. Et puis, enfin, pour en finir avec certaines informations, vous avez commencé à en parler, mais certains spécialistes de l'endométriose estiment qu'une personne qui souffre d'endométriose fait et souffre d'un syndrome du côlon irritable. Donc, vrai ou faux ? Alors, vaste débat, ce dont on se rend compte, déjà, il faut savoir que le syndrome du côlon irritable, en soi, c'est pas vraiment une maladie, c'est un cumul de symptômes. Et il y a fort à parier qu'une fois que les scientifiques auront avancé dans leurs recherches, on se rend compte qu'en fait, ce sont des symptômes de diverses maladies. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, de cette inflammation chronique qui perturbe le microbiote intestinal. Et du coup, en fait, ça serait finalement, voilà, l'endométriose qui perturberait tout ce système digestif, avec des aggravations pendant les règles, puisque l'inflammation est plus forte dans ces moments-là. Alors, on va parler de l'impact de l'endométriose sur la sexualité ce matin avec Nadia El-Bouga, une autre invitée qui s'appelle Marie-Rose Gallès. Vous êtes ce qu'on appelle une patiente experte, mais c'est vrai que sur certaines pathologies qui longtemps ont été niées, ignorées par le corps médical, on s'est rendu compte que les patients experts sont ceux qui ont fait avancer les choses, et que souvent les patients experts en savent plus que certains soignants que certains et certaines soignantes, oui. Et vous dites que même avec tout ce qu'on a fait et tout ce dont on a parlé sur l'endométriose, vous dites que finalement la formation des médecins n'a pas changé sur le sujet. La formation des médecins, oui. Alors ça commence à bouger. On commence à avoir maintenant dans le corps classique commun de formation des médecins d'avoir certaines notions d'endométriose. Après, pour la défense aussi des médecins, c'est que c'est une maladie complexe et protéiforme et c'est difficile d'enseigner à des généralistes tous les aspects de la maladie. Il faut quand même vouloir un peu se spécialiser là-dedans. Mais c'est vrai que même en gynécologie, on se rend compte que ce sont des médecins qui, dans leur pratique quotidienne, vont en voir facilement 2 par jour et ils ont en gros 3 pages dans leur livre, ce qui pose des questions. Vous avez 26 ans quand on pose sur vous un mot sur les douleurs dont vous souffrez. Vous dites que ce jour-là, vous avez tout compris et vous faites comme beaucoup de gens dans ces cas-là. Vous allez sur votre ordinateur, vous ouvrez Google et vous tapez endométriose et sexualité. Et là, rien. Et là où elle est. Voilà. Exactement, c'est le nœud intersidéral parce que je crois qu'on touche au tabou des tabous, quoi. Endométriose plus sexualité de la femme en plus. Oh là 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 là, c'est terrible.
Oui, parce que alors j'ai vu que vous l'avez mis au masculin et féminin endométriose. On est d'accord, il y a que les femmes qui souffrent d'endométriose. Alors oui, non, dans la littérature scientifique, on en retrouve sur des hommes. Ah, je vous fais peur là. Hein. Non, je me suis interrogé de savoir pourquoi vous le mettiez Exactement. au masculin et au féminin. Après, en fait. voilà, sur votre livre de questions-réponses. Sur celui-ci, alors celui-ci, il est destiné aux 15-25 ans qui ont une vision du genre qui est aussi différente de la nôtre, d'où l'inclusivité pour éventuellement les personnes trans. Mais même si on reste sur des personnes ce qu'on appelle les personnes cisgenres, vous avez dans la littérature scientifique de l'endométriose qui a été retrouvée sur des hommes. Oui. Oui. Et ça, c'est important de signaler parce que les hommes trans qui ont transitionné sans chirurgie peuvent effectivement présenter une endométriose. Et donc, il faut pas féminiser en fait cette maladie. Alors, vous avez fait ce que beaucoup d'entre nous faisons quand ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Vous avez cherché. Je me suis dit qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Ouais. Et donc, vous avez mené une enquête finalement. Exactement. Alors de base, en fait, c'était vraiment pour moi parce que la maladie m'avait déjà pris suffisamment de choses. La sexualité, j'ai dit non. Hein. Là, pour le coup, non. Et du coup, voilà, je suis partie un peu en enquête à tester ce qui marchait pas. Et ensuite, voilà, j'ai voulu comprendre. Finalement, pourquoi on souffre ? Parce que c'est vrai que c'est très simple, mais quand on comprend le mécanisme de la douleur, on sait où ça bloque et du coup, on sait quel levier actionner pour débloquer les choses. Vous nous expliquez comme ça parce qu'il y a beaucoup il y a des trucs et des astuces dans votre livre. Mais expliquez-nous finalement ce mécanisme de la douleur. Alors, il y a plusieurs types de douleurs causées par l'endométriose pendant les rapports. Déjà, on va distinguer deux choses. Il va y avoir les douleurs à la pénétration. Alors, c'est pas à l'entrée de la pénétration, généralement, c'est vraiment au fond. Souvent, on décrit comme l'impression qu'on tape sur un bleu. Il y a quelque chose au fond. Ça va être lié à tout ce qui est atteinte aux ligaments utérosacrés. Hein. Ceux qui ont de l'endométriose et qui écoutent sauront reconnaître. Tout cul-de-sac de Douglas, tous ces charmants mots qu'on entend quand on est chez le radiologue. À l'arrière du vagin. À l'arrière du vagin, voilà. Entre le vagin et le rectum. Exactement. C'est toutes ces atteintes qu'on retrouve très souvent. Effectivement, voilà. Donc, quand il va y avoir une pénétration profonde, forcément, ça va être douloureux puisque forcément, on va aller appuyer sur la lésion qui est douloureuse. Donc, il y a ces douleurs-là et il y a aussi les douleurs après orgasme. Celles-là, elles sont vicieuses. Hein. On se dit que super, on est au paradis et pouf, on redescend d'un coup d'un seul. Donc voilà, il y a déjà ces deux types de douleurs et à chaque fois, il va falloir identifier quelle est la cause de ces douleurs et du coup, parce qu'en fonction de la cause, les solutions ne sont pas pareilles. Donc par exemple, effectivement, quand ça va être lié à des lésions qui sont situées au fond du vagin, très simplement en choisissant des positions où la pénétration est moins profonde, on va aller éviter d'aller appuyer là où ça fait mal. Mais quand ça va être des douleurs post-orgasme, ça va être plutôt des douleurs qui sont liées par exemple aux adhérences et qui empêchent les organes de bien bouger parce qu'en fait pendant un orgasme tout se contracte à tous les niveaux, du coup ça bouge en fait là-dedans. Mais quand ça peut pas bouger parce qu'il y a des adhérences qui attachent les organes les uns aux autres, adhérence, parce que c'est un mot important à comprendre. Vous la liez justement à l'inflammation. Voilà, c'est le corps qui va réagir face à l'inflammation. Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est un peu comme du chewing-gum étiré qui va les coller les organes entre eux. Sauf que voilà, le souci, c'est que de base, il durcit déjà. Et puis de base, les organes sont censés pouvoir bouger en toute mobilité, glisser les uns contre les autres. Donc déjà là, ils peuvent pas bouger comme ils veulent. Alors c'est un cercle vicieux parce que ça recrée de l'inflammation. Et en plus de ça, ça durcit au fil des années. Donc ça devient dur et quand un tissu, c'est censé être mou. Donc quand ça durcit, c'est douloureux. Donc voilà, on va pouvoir jouer sur des choses comme ça. On va pouvoir jouer sur ces adhérences, alors de diverses façons en fonction de la gravité de la maladie, des années aussi depuis quand on a ça. Il y a tout un panel. Ça peut aller par exemple du yoga au massage en passant carrément par un ostéopathe qui va aller travailler ces adhérences. Il y a tout un panel d'astuces comme ça en fonction du type de douleur qu'on peut mettre en place. Donc l'ostéo, par exemple, ça fonctionne. Tout à fait. L'ostéopathie, c'est vraiment recommandé dans l'endométriose. Notamment l'ostéopathie pelvienne. Voilà, pour aller jouer sur ces adhérences, les assouplir. Ça va être aussi pour éviter, parce qu'en fait, à force de souffrir, on se contracte, on se fige, on bouge de moins en moins, donc c'est un cercle vicieux. Et du coup, on va développer des troubles musculo-squelettiques et du coup, on redéveloppe des douleurs supplémentaires. D'ailleurs, vous préconisez donc l'ostéopathie, notamment l'ostéopathie pelvienne, et également
tout le travail de rééducation périnéale. Voilà. Mais alors, c'est pas la même que dans le cadre d'un accouchement. Oui. C'est vrai que dans le cadre d'un accouchement, on va les remuscler. Donc, ce muscle qui est super important, le périnée, c'est ce qui soutient tous nos organes. Et donc, après un accouchement, on va remuscler, renforcer tout ça. Là, on va aller dans le sens inverse parce qu'il y a un bon vieux réflexe, c'est-à-dire on est tous pareils. Quand on a mal, on se contracte. Et donc là, quand on a le pelvis qui est toujours douloureux, on va contracter ce plancher pelvien. Sauf que là, encore une fois, c'est quand on est crispé, ça fait mal. Et du coup, ce plancher pelvien va être douloureux. Alors, ça va être au quotidien, quand on s'assoit, quand on va aux toilettes. Et ça va être dans la sexualité. Et du coup, quand on a un kiné qui est spécialisé dans le plancher pelvien, on peut aller finalement aller masser ce muscle. C'est un peu étrange quand on y va, mais voilà. Et du coup, détendre ce muscle, lui redonner sa souplesse et faire partir les douleurs. Alors justement, je suis très triste parce que dans votre livre, vous parlez que des kinés. Or, c'est une spécialité des sages-femmes. Et il y a énormément de sages-femmes qui travaillent sur ces questions justement d'assouplissement musculaire dans le cadre dans la nouvelle de édition, l'endométriose. Voilà. Dans la nouvelle édition, il faudra parler des trans et des sages-femmes. Exactement. Oui. Alors c'est vrai que oui, dans Endosexo, je me suis penchée sur la question LGBT, mais plus sur les couples lesbiens. Et c'est vrai que la question trans, c'est plus dans endométriose, poser des questions, qui est sur les 15-25 qui mais ils ont une sexualité et qui est une tranche d'âge très sensibilisée à ces questions. En France, le premier réflexe, c'est de vous placer sous traitement hormonal. Quels sont les impacts de ces traitements hormonaux sur la sexualité ? Alors, ça peut être positif comme négatif. Ça peut être positif si ça atténue certaines douleurs. Ça peut être déjà un bon point. Mais ça peut être aussi négatif avec des points comme les sécheresses vaginales. Voilà. Ça peut être aussi la baisse de libido. Moi je me souviens que Alors, il faut expliquer aux gens, parce que c'est vrai que tout le monde ne fait pas le rapprochement entre prise de pilule, par exemple, et baisse de libido. Moi, je sais que j'avais une pilule dans laquelle il y avait un anti-androgène, donc qui traque quelque part un peu comme Pac-Man dans le sang la testostérone libre. Et la testostérone, les femmes en produisent et ça joue sur la libido. Et pendant que je prenais cette pilule, c'est vrai que la sexualité me tentait autant qu'un plat d'épinards. C'est vraiment C'est beau les épinards. Ouais, enfin pas tous les repas. Si vous mettez pas de crème dedans ou de béchamel, c'est moins bon. Justement, on en revient toujours à la fameuse blague que c'est quand on a tendu la pelouse qu'on a à la cantine des épinards. mais ouais, voilà, c'est vrai que c'était assez impressionnant, quoi. La sexualité avait quitté ma vie, mais piouf, d'un coup d'un seul. Donc voilà, il y a certaines pilules qui peuvent impacter la libido. Dans ce cas, faut pas hésiter à en parler aux professionnels de santé, à demander à changer. On manque pas de pilules, il y en a partout dans le Vidal, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir des conséquences comme ça. Il faut trouver la bonne qui va réduire les douleurs sans pour autant saper la libido. Ouais. Alors, et d'ailleurs, quid, parce qu'on est sur la testostérone, donc restons sur la testostérone, quid des traitements à la testostérone ? Parce que je sais qu'au Japon, ils utilisent des stérilés imbibés de testostérone, chose qui n'est pas du tout utilisée en France. Ah oui, non. Est-ce que vous avez un retour là-dessus ? Alors, il faut savoir que le tout premier traitement qui a été, en fait, celui qui a vraiment été créé pour l'endométriose, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on pique un petit peu des traitements à d'autres maladies, on détourne comme ça des médicaments, mais le seul médicament qui a vraiment été créé pour l'endométriose, ce sont des androgènes, en fait. Voilà. On est sur cette idée-là de la testostérone qui va faire réduire la taille des lésions. Le petit souci qu'on a eu, c'est qu'au départ, on donnait des fortes doses, donc il y avait des effets secondaires. De virilisme, ouais. Voilà, avec de l'apparition de la pilosité, la voix qui changeait, le clitoris qui changeait de taille. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça a un petit peu fait peur et ça a été remplacé petit à petit par la ménopause chimique qui, l'air de rien, en fait, fonctionne un petit peu avec la même idée puisque la ménopause chimique va faire cesser la production de progestérone et d'œstrogène, mais pas de testostérone. Donc finalement, la seule hormone qui nous reste dans le corps, c'est celle-ci. Mais voilà, c'est vrai qu'en France, ça fait un peu peur. Aux États-Unis, ils vont avoir le réflexe, par exemple, de prescrire des patchs de testostérone pour la baisse de libido. En France, ils ont essayé, les médecins les prescrivaient. C'est plus des ovules. Ouais, voilà, les médecins les prescrivaient tellement pas qu'on a arrêté de les vendre, en fait. Oui, c'est ça. Ça fait peur en France. Alors que c'est une voie d'avenir. Ouais. Ça marche bien. Alors, vous parlez d'une arme antidouleur, la masturbation. Oui. D'ailleurs, vous parlez d'onanisme. Ça m'a fait mal aux yeux. Ça m'a fait mal aux yeux. Bon,
Après, effectivement, vous l'expliquez de façon très belle, mais oui, alors parlez-nous-en. Et oui, terrible de dire ça, que ça peut être une arme antidouleur. Alors, à manière avec précaution, il y en a chez qui ça va entraîner des contractions et que ça va pas arranger les choses. Mais effectivement, c'est très bête, mais à partir du moment où on va sécréter des drogues naturelles, tout ce qui est qui sont finis en in, comme morphine, sérotonine, des endorphines, ocytocine, tout ça va forcément. Exactement. Mais tout ça en fait, ça finit par l'ocytocine. J'ai vu la dernière, c'est l'ocytocine. Oui. Et donc en fait tout ça, ce sont des drogues naturelles qui du coup vont apaiser forcément le message de douleur et l'avantage c'est que ça soulage rapidement. Donc quand vous avez des douleurs neuropathiques, vous avez que des traitements au long cours, c'est quand même assez pratique. Mais ce que je comprenais pas, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de douleurs d'après-orgasme. Et c'est alors du coup c'est ce que je vous disais de la manière précaution, parce qu'il y en a chez qui les contractions en fait, si vous voulez, après un orgasme, l'utérus se contracte et donc là ça dépend de l'état de votre utérus, et il y en a chez qui du coup manière précaution, ça dépend du type de douleur, ça dépend de votre endométriose, mais dans certains cas effectivement ça peut être une aide. Et avoir une sexualité épanouie avec une endométriose, c'est possible. On en parle ce matin avec notre invitée Marie-Rose Gallet. Je rappelle que vous êtes patiente experte, que vous écrivez beaucoup sur le sujet, c'est même devenu presque votre passion. Oui, vous avez fait de votre maladie votre expertise aujourd'hui. Ça s'expertise même. Oui, en fait, voilà, mais en fait, c'est venu par nécessité, tout simplement. Moi, je cherchais, à l'époque, j'étais alitée, les médecins ne savaient pas quoi faire de moi. J'ai cherché des solutions pour moi, et par la suite, forcément, j'ai partagé, mais oui, c'est venu tout simplement d'une nécessité. Pourquoi la question de la douleur pendant les rapports sexuels n'est-elle pas abordée ? Alors c'est assez marrant, mais enfin ou pas. Quand vous en parlez aux professionnels de santé, on se rend compte que très vite ils sont calés sur tout ce qui est sexualité reproductive, mais pas sexualité pour le plaisir. Et c'est vrai que moi j'ai eu des remarques du genre non mais si vous réussissez pas à avoir de rapport, ne vous inquiétez pas, on vous fera une FIV. Alors, c'était pas le sens de ma question, mais merci pour la proposition. Et donc, je suis allée voir les sexologues et au niveau des sexologues, en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'ils avaient des solutions pour ce qui impacte la sexualité plus d'un point de vue psychologique, voire sociologique, mais ils vont pas avoir de solution pour ce qui est pathologique en fait finalement. Et moi quand je suis allée voir les sexologues, j'ai eu le droit vous avez essayé de respirer par le ventre? Alors oui, ça me fait pas de mal de la dire que c'est une solution en soi, non. Oui, puis le fameux c'est dans la tête. Alors ça va, je suis tombée sur des sexologues qui étaient qui pour le coup connaissaient quand même leur métier, savaient que quand vous avez une maladie, vous avez une maladie. Mais c'est vrai que oui, chez les soignants, non mais en fait c'est... Alors, faites un effort. Alors ça, celui-là, il me glace le sang. Faites un effort de... Mais oui, j'ai aussi le droit... Vous avez peur des pénis? Tout à fait, les pénis sont dangereux. C'est pas les violeurs qui sont dangereux, ce sont les pénis. Encore une fois, l'autre jour, un pénis a braqué une banque à côté de chez moi, c'est terrible. J'ai eu des remarques comme ça de haute volée où il a fallu un petit peu recentrer le débat. Mais le forcez-vous un peu, c'est quelque chose qui revient souvent. Chez les soignants, faites un effort. Chez les soignants, c'est assez terrible. Vous avez même des discours qui sont très très limites, du genre oui, enfin laissez-vous faire parce que sinon votre mari va repartir. Pardon, je suis pas un trou à fourrer comme on fourre un beignet. Enfin, je suis un être humain. Mais vous parlez de la culpabilité de celles qui souffrent d'endométriose et qui parfois le font, même si elles n'ont pas du tout envie, justement à cause de cette culpabilité. Ça peut être la culpabilité, ça peut être aussi, vous savez, de manière générale, tous autant qu'on est, on fait des choses pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Qui n'a jamais accompagné sa mère voir un spectacle à la con alors qu'on n'aime pas. Voilà. Mais c'est une question qui est extrêmement difficile. Effectivement, à partir de quand se forcer est problématique, je pense que la question, elle est si après on se sent vraiment mal et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Est-ce qu'on est vraiment d'accord avec ça? Voilà, et il y a plein de choses. Il y a aussi la culpabilité des hommes de faire mal. Le viol conjugal dans l'endométriose est une réalité, mais vous avez aussi l'inverse, des hommes qui, du coup, ont le sentiment d'être des bourreaux. Et qui du coup ne veulent pas infliger une séance de torture. Il y a toutes ces situations qui sont compliquées parce que la sexualité dans un couple ce n'est pas n'importe quoi, c'est un moment de partage, de bienveillance, et quand il y a une maladie qui vient briser un petit peu tout ça, et forcément ça entraîne beaucoup de questions. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que la maladie peut être également le point de départ pour reconfigurer sa sexualité et réfléchir autrement. D'ailleurs, vous proposez, vous parlez de Master et Johnson,
qui ont mis en place à l'époque un exercice qui s'appelle le Sunset Focus, où on redécouvre justement toute la sensorialité et la sensualité au sein de la sexualité. Oui, on peut dans la vie, moi c'est mon credo, de voir le verre à moitié plein et de se dire finalement ces difficultés peuvent aussi être l'occasion, parce que, excusez-moi, mais bon, la sexualité en Occident, c'est bon, presque c'est mieux ailleurs, je ne sais pas, mais quand on regarde notre sexualité à tous, avec ou sans maladie, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Donc voilà, voyons le verre à moitié plein et se dire que la maladie, finalement, c'est l'occasion de s'interroger sur tout ça et de voir ce qu'on peut faire mieux. Donc c'est plutôt une belle opportunité. Et d'ailleurs, vous êtes l'une des rares, et j'étais ravie, j'ai eu la larme à l'œil lors de ce passage, où vous remettez en cause effectivement les mots et vous parlez des préliminaires, donc ces fameux préliminaires qui ne sont pas, qui sont tout simplement un rapport sexuel à considérer pleinement comme du tel. Plaisir, c'est du plaisir. Pourquoi on devrait hiérarchiser? Déjà là, en plus, on sent qu'on part mal. Si vous êtes là et cherchez à hiérarchiser, c'est que vous n'avez pas franchement déconnecté. Donc, est-ce que vous prenez vraiment du plaisir? Mais oui, profitons de toutes les saveurs de tous les plaisirs. Et vous expliquez ce que dit Nadia régulièrement dans cette émission, que toute sexualité n'est pas pénétrative. Voilà, en fait c'est ça, c'est finalement vous expliquez qu'il faut sortir de cette pénétrocentration, mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut caser les femmes atteintes d'endométriose comme étant des femmes qui ne désirent pas de pénétration ou de circlusion d'ailleurs, parce que maintenant, on peut aussi changer les paradigmes, parce qu'on n'est pas forcément pénétré, on peut aussi circlure un objet, un pénis. Changer de cette vision des choses, se rappeler en fait tout simplement que tout le corps est érogène. Ça, on a tendance à l'oublier. On se focalise sur les zones érogènes primaires, alors qu'en fait, et du coup, c'est finalement s'amputer soi-même d'une partie de son plaisir, c'est triste. Tout le corps est érogène. Mais bien sûr, faut débrancher Netflix déjà, arrêter de passer autant d'heures devant Netflix et prendre le temps de savourer les choses, de découvrir l'autre, de se découvrir soi. D'ailleurs, vous proposez des exercices de pleine conscience et vous parlez du tantrisme. Mais oui, voilà, de se reconnecter à toutes ces sensations, de prendre le temps d'écouter toutes ces sensations, d'explorer son corps, d'explorer le corps de l'autre. Puis du coup, c'est quand même vachement ludique. On s'amuse. Comment expliquer à ceux qui nous écoutent et peut-être expliquer à son ou à sa partenaire la réalité de la douleur qu'on vit quand on souffre d'endométriose ? Bonne question, parce que ça peut être pour une bonne partie des cas de la douleur au quotidien et qui est difficilement imaginable. Ça peut être en plus différentes douleurs, ça peut être des contractions utérines pendant les règles, donc vous êtes ravis, vous accouchez une fois par mois, c'est sympa. Puis là, vous n'avez pas la péridurale, cette fois-ci c'est cramé. Ça va être les douleurs inflammatoires qui vont faire qu'on a toujours le ventre un peu gonflé, qui tiraille. Ça peut être des douleurs neuropathiques. Alors là, à le décrire des douleurs neuropathiques, c'est très particulier. Moi, le mieux que j'ai trouvé pour décrire, c'est vous donner un coup dans le coude, là, vous savez, sur le nerf, là, ça fait bien mal. Sur le nerf radial. Voilà, et puis ça résonne là dans tout le bras. C'est un peu comme ça, mais au quotidien, dans le pelvis, donc c'est compliqué. Et il va y avoir ces douleurs pendant les rapports, où effectivement, on a l'impression qu'il y a une zone dont on ne soupçonnait même pas l'existence, qui se met douloureuse au fond de nous. C'est très, très perturbant quand même. Il va y avoir toutes ces douleurs qui vont vous enserrer le bassin après l'orgasme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que le mieux surtout, c'est de ne pas rester dans l'ignorance d'un côté comme de l'autre, et d'ouvrir le débat et d'essayer de décrire le plus simplement possible, un peu comme dans Philadelphia, quand l'avocat dit « expliquez-moi comme si j'avais 5 ans ». Mais pour essayer un petit peu d'ouvrir le débat et pas s'enfermer d'un côté comme de l'autre. C'est terrible dans un couple, mais ce silence, cette douleur... de toute façon, tu ne comprendras pas. Oui, c'est pas forcément la meilleure approche. On peut essayer, après l'autre comprendra ou comprendra pas. D'ailleurs, il saura jamais dans sa chair ce que c'est. Mais au moins, on aura ouvert le débat. On sera pas enfermé dans sa bulle de douleur. Et c'est vrai que c'est terrible pour un couple endométriose, parce qu'en plus, elle ne cherche que ça, à nous séparer. Donc, il faut pas la laisser faire, faut lutter contre ça. La fameuse endoconasse. Endoconasse, voilà. Il y a une grosse tendance médecine naturelle en ce moment. Est-ce qu'il y a des alternatives au traitement qui seraient naturels, et quels sont les
précautions qu'il faut prendre? Alors oui, déjà effectivement, se rappeler que la naturopathie, il y a des molécules chimiques dedans. Quand on pense chimie, on pense médicaments. Mais en fait, non, là, c'est de la chimie de synthèse. Mais la chimie, vous en faites quand vous faites un gâteau yaourt. Dans la nature, il y a de la chimie. La synthétisation du soleil par les plantes, c'est de la chimie. Donc il faut quand même faire attention. On n'utilise pas les huiles essentielles comme ça sans précaution. Pareil pour les plantes médicinales. Mais bon, il y a des naturopathes qui sont inscrits au syndicat des naturopathes. Voilà, dans les précautions à prendre, prendre quelqu'un qui est inscrit au syndicat. Et alors, il y a des bonnes vieilles méthodes. L'Achillée millefeuille, c'est une méthode ancestrale qui existe depuis l'Antiquité, mais qui a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, donc qui va lutter contre l'inflammation et contre les contractions utérines. Voilà, il y a des huiles essentielles. L'aromathérapie. Voilà, par exemple, l'huile essentielle de basilic tropical est un antispasmodique assez puissant. Voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut jouer, qui peuvent soulager, et faut pas hésiter donc voilà à se rapprocher d'un naturopathe qui a un diplôme sérieux. Même si vous dites qu'en la matière, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Si on avait une baguette magique, vous et moi, on ne serait pas là. Mais il y a des choses quand même pour alléger son quotidien et pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer à mener une vie à peu près sereine, même si ce n'est pas parfait. En même temps qu'il y ait une vie parfaite. Bon. Qu'est-ce que vous appelez le syndrome de la tête flottante? Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai vécu à l'époque où vraiment j'allais très mal. J'ai passé plusieurs mois à naviguer entre le 5 et le 8 de douleur. Je savais plus ce qu'était le 0 de douleur. J'en étais devenue dangereuse pour moi-même. Pourquoi? Parce que je suis devenue cette tête flottante. C'est-à-dire que pour survivre, quand votre système nerveux est complètement saturé de messages de douleur, vous en venez à occulter complètement cette douleur. Vous n'écoutez plus vos messages de douleur. Du coup, forcément, vous vous coupez de ce corps qui n'est que souffrance et vous êtes une tête flottante. Et du coup, c'est très dangereux. Déjà, moi, j'ai failli perdre un rein comme ça parce que je souffrais le martyre, mais j'étais tellement déconnectée de moi que je suis arrivée très, très limite chez le médecin. C'est-à-dire que votre tolérance à la douleur a augmenté tellement que vous l'entendez plus, c'est ça? C'est ça, vous occultez la douleur, sauf qu'en fait, la douleur... C'est ça, mais c'est une question de survie. De toute façon, comme on ne peut pas l'arrêter, pour continuer à vivre, on se coupe d'elle. Sauf que la douleur, ce n'est pas rien. C'est votre corps qui vous dit attention. Un appel. Oui. Voilà, il y a un souci que je n'ai pas réussi à gérer seule, j'ai besoin d'une aide extérieure. Donc c'est là que ça devient dérangeant. Et surtout, dans la sexualité, c'est bête, mais son corps, oui, ça peut être de la souffrance, mais ça peut aussi être du plaisir. Et du coup, c'est vrai que pour reconnaître ce plaisir, il faut déjà se reconnecter à son corps. Voilà, bien. Alors, on va reparler de vos livres qui font référence. Vraiment, c'est les livres les mieux qu'on a lus sur le sujet. Complètement. Il y en a beaucoup, mais encore une fois, on disait les patients experts, ils ont de l'or entre les doigts parce que c'est vrai qu'ils deviennent vraiment des experts des maladies et ils vont à la recherche, à la source des informations. Alors, et la médecine, maintenant, l'a compris. Alors, endo et sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose, c'est aux éditions Josette Lyon. Vous avez également endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Quels sont les pays qui sont en avance d'ailleurs Alors, le pays qui nous fait tous rêver, j'en parle avec les Américaines, tout ça, c'est l'Australie. L'Australie qui est vraiment pas mal. Déjà pour une question bête, mais ils ont des vrais budgets. Eh oui. Voilà. Ils sont à la pointe sur d'autres maladies également. Non, mais c'est vraiment voilà, au niveau des chirurgies, de la prise en charge globale du plancher pelvien, des choses comme ça. Voilà, ils ont compris beaucoup de choses. Et ceux qui sont en retard, les pays nordiques. Oui, on découvre assez étrangement que, par exemple, quand vous allez au nord de l'Europe, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est limite s'il n'y a même pas de prise de conscience de l'endométriose, alors que c'est des pays qui sont réputés pour avoir des bons systèmes de santé. Donc oui, c'est étonnant. Et d'être en avance sur beaucoup de sujets. Et puis le dernier, c'est endométriose, poser tes questions, tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose. Voilà, avec vraiment toutes des questions. C'est très simple. Merci Marie-Rose d'avoir été avec nous. Nadia. Oui. On vous retrouve mardi prochain. Tout à fait. Et vous réécoutez l'émission en podcast sur Beurre FM, sur beurrefm.net. Et puis merci vous verrez la Merci. vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.